Après une gaffe, on a la pire sensation du monde. Nos mains commencent à s'humidifier, éventuellement on commence à rougir et la température de la pièce semble monter de quelques degrés. Ça arrive quand on rit un peu trop fort, quand on fait la mauvaise blague au mauvais moment ou quand on parle du directeur venu du siège alors qu'il est juste à côté de nous, mais comme évidemment on l'a jamais vu, eh bien on ne pouvait pas être au courant. Et le problème, c'est qu'un faux pas comme ça peut détruire des semaines, des mois, voire des années d'efforts qui visaient à nous permettre d'avoir une meilleure réputation, à nous permettre d'être crédibles, à nous permettre d'être écoutés par nos pairs. Et donc, c'est particulièrement gênant parce que en quelques secondes, on peut détruire une réputation. On en a déjà parlé dans un précédent épisode de pouvoir et influence qui s'appelait, il me semble, protège ta réputation comme la prunelle de tes yeux. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est comment éviter de faire une gaffe, comment éviter de faire ce fameux faux pas qui peut ruiner ta carrière ou te créer un ennemi inutile qui sera toujours là pour te mettre des bâtons dans les roues au mauvais moment. Mais déjà, bienvenue, ici Lucien Roy. Tu écoutes Pouvoir et Influence, le podcast du dimanche à 10h30 pour aller au bout de tes ambitions en maîtrisant les dynamiques sociales. On est aujourd'hui dans le 19e épisode de la série 48, et cette série 48 a pour objet de reprendre une à une les lois du livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene et de les appliquer à notre monde contemporain pour devenir plus crédible. Et je pense que tu l'as saisi, cette problématique des gaffes et des faux pas est particulièrement mauvaise pour nous parce que personne ne veut d'un collaborateur maladroit, personne ne veut de quelqu'un qui ne sera pas capable de garder les secrets, qui ne sera pas capable de faire bonne figure au bon moment. Le problème, c'est que même quand on fait très peu de gaffes, une seule peut suffire à nous briser une connexion avec une personne qui était potentiellement très intéressante pour nous, à briser notre réputation auprès de certains individus, et c'est très problématique. Néanmoins, il est quand même difficile de traiter avec des personnalités qu'on ne connaît pas, et donc on se pose souvent la question, mais comment faire ? Comment faire pour être moi-même ? Comment faire pour progresser dans les projets qui me tiennent à cœur ? Mais comment faire surtout pour ne jamais faire ce faux pas qui détruirait tant d'efforts que j'ai consentis avant. Donc dans cet épisode, on va procéder en 2 étapes. En premier, on va voir comment éviter de vexer les mauvaises personnes en adoptant le seul état d'esprit propice à l'ouverture et au pouvoir. Et dans la deuxième partie, on verra comment saisir la personnalité des autres bien plus rapidement pour te mettre à l'aise et exprimer ton plein potentiel. Donc d'abord, comment bien se comporter en terrain inconnu ? Déjà, ce que je tiens à souligner, c'est que quand tu es avec des gens que tu ne connais pas, quand tu es avec des gens dont tu ne peux pas prévoir les réactions, tu ne peux pas te permettre l'approximation. Tu as besoin d'une approche qui soit logique et rationnelle pour te permettre de réellement avancer et pour te permettre de ne pas dériver de ton chemin. La première étape qui me semble fondamentale, c'est de mettre à l'épreuve ton objectif. Est-il le bon ? Je te rappelle que sur Pouvoir et Influence, notre but, c'est de te permettre d'être plus crédible, te permettre de monter les échelons et te permettre surtout de faire passer tes idées qui te tiennent à cœur. En l'occurrence, si tes idées ne te tiennent pas à cœur, si tu es dans le mauvais objectif, si tu es dans un lieu ou dans une profession qui ne t'inspire absolument pas, toute l'application de ce podcast, de cet épisode, va être extrêmement compliquée pour toi. Simplement parce que quand tu n'as pas la passion, quand tu n'as pas l'envie, quand tu n'as pas une motivation plus forte que la simple nécessité ou la simple manipulation, tu vas rapidement te retrouver devant un mur. Et ce mur, c'est celui de « je ne réussis pas à tenir parce que ne pas être sincère, c'est dur ». Donc, même si il y a une partie de calcul, même s'il y a une partie un petit peu théâtrale qui est tout à fait assumée dans ce podcast, il est nécessaire d'avoir au moins une bonne dose de sincérité, parce que sinon tu n'arriveras jamais à tenir tous ces conseils sur le long terme. Et le problème, c'est que si tu appliques ces conseils d'une manière tout à fait insincère, ce sera déjà très difficile pour toi, on l'a déjà dit, ce sera certainement aussi ridicule parce que tu n'y arriveras pas, et puis en plus ce sera dangereux pour toi psychologiquement parce que tu vas t'enfoncer de plus en plus dans un domaine qui ne t'intéresse pas, t'enfoncer de plus en plus dans une sorte de double personnalité entre celui qui veut faire bonne figure et celui qui en a marre, et ça risque de te causer quelques soucis. Donc la première étape, c'est tout d'abord d'éviter tout comportement qui pourrait nuire à ton objectif. Et là, il faut se replonger dans les dynamiques d'intérêt et savoir quelles sont les qualités
requises par mes fonctions? Quelles sont les qualités requises par les fonctions que je vise? On est là pour montrer qu'on est capable. On est là pour montrer qu'on mérite. On est là pour montrer notre compétence. Et donc à ce moment-là, il faut savoir, mais oui, mais que faut-il montrer? Tu te rends bien compte, on en avait déjà parlé dans un précédent épisode, que les codes ne sont pas les mêmes partout. J'avais pris l'exemple de faire un entretien d'embauche pour un vendeur de glace sur la plage en costard-cravate. Tu imagines bien que ça ne fonctionne pas. Mais à l'inverse, faire un entretien d'embauche dans une grande banque en venant en tongs et en short, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de te demander et de lister concrètement sur papier quelles sont les qualités qui sont reconnues dans mon domaine d'activité. Si tu es dans la construction, ce ne sera pas les mêmes que si tu es dans la banque d'affaires ou si tu es dans l'écologie. Ensuite, la question que je n'avais pas prévu de te transmettre, mais qui me semble tout de même fondamentale, c'est est-ce que j'ai au moins une partie de ces qualités? Est-ce que je ne me voile pas la face en voulant quelque chose que finalement je n'obtiendrai jamais? Une fois que tu as vérifié que tu avais ces qualités, au moins certaines, je veux dire, on n'est pas figé, donc tu peux évidemment en développer, mais si tu pars de zéro, si par exemple tu n'es pas du tout manuel, tu n'as jamais touché un tournevis de ta vie, ça te rebute et tu ne sais pas monter un meuble Ikea, je suis pas sûr de pouvoir te recommander de devenir artisan, de devenir ébéniste ou de devenir ou de faire un autre métier de ce type qui nécessite quand même une dextérité importante. Donc, une fois que tu sais que tu as au moins les qualités minimum requises, et là-dessus, bon courage parce qu'il faut pas te mentir à toi-même, il faut réussir à être sincère et à te poser les vraies questions, les questions difficiles et celles qui ne font pas plaisir. Mais une fois que tu t'es rendu compte que tu avais les bonnes qualités, au moins certaines, la question à te poser c'est comment faire pour les montrer? Comment faire pour que les gens autour de moi voient ces qualités? Je pense que tu connais quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont des qualités extraordinaires, mais sauf que personne ne le sait. Peut-être que tu avais des profs comme ça quand tu étais au collège ou au lycée, genre un prof qui est musicien, même quasiment professionnel, mais qui ne le dit à personne, et en fait cette qualité est cachée. Ou alors tu as peut-être des collègues qui ont une passion, qui n'en parlent absolument jamais, mais si tu les lançais sur le sujet, tu te rendrais compte que c'est des puits de connaissances dans ce domaine. Donc évidemment, pour eux, c'est pas forcément pertinent de te les montrer maintenant, parce que tu n'es pas dans le cadre de leur passion. Néanmoins, cet exemple est là pour te montrer que tu as beau avoir une compétence, tu as beau avoir une qualité particulière, si tu ne la montres pas, les gens ne pourront pas la deviner. Donc toi, ton rôle, c'est de te demander, ok, toutes ces belles qualités que j'ai listées sur papier, donc comment elles peuvent se montrer de manière concrète? Quelles sont les actions qui prouvent que j'ai bien ces qualités? Parce que c'est comme toujours, on peut se targuer d'avoir des magnifiques qualités, mais ce que les gens veulent avoir devant les yeux, ce sont des exemples, c'est la réalité, c'est de voir comment tu agis concrètement. Parce que je peux te dire que je suis honnête, mais tu t'en rendras d'autant plus compte si jamais, par exemple, je te rembourse un trop perçu. Alors que sinon, évidemment, c'est très facile de se draper de belles qualités. La question suivante que je t'invite à te poser, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Qu'est-ce qui est vraiment à l'opposé des valeurs de ton métier et qu'est-ce qui serait rédhibitoire de montrer en termes de qualité? Je t'ai trouvé quelques petits exemples et tu pourras faire comme tu voudras. Le premier exemple, c'est de ne pas respecter la confidentialité quand tu es coach. Le métier de coach, celui que je pratique aujourd'hui, est assez délicat parce qu'on traite avec des informations qui sont extrêmement personnelles. Souvent, on sait des choses sur nos clients que personne d'autre ne sait. Parfois même leur femme ne le sait pas, ou leur mari ne le sait pas, leurs enfants non plus, leurs parents, enfin bref, personne ne sait ces informations parce que on parvient avec la confiance qu'on développe et avec le professionnalisme qu'on a, à faire ouvrir le cœur et la parole de nos clients pour mieux les aider derrière. Néanmoins, tu te doutes bien que ces informations doivent absolument rester confidentielles. Et que si je venais à en révéler, ce serait de l'anti-marketing extrêmement puissant. Parce que qui aurait envie, ensuite, de pouvoir me confier ses secrets, entre guillemets, et de vouloir progresser avec moi, si jamais elle savait que, bah oui, il y a une chance sur deux que je révèle tout sur la place publique. Je pense que là, tu comprends bien l'exemple.
Maintenant, il y a d'autres manières il y a d'autres qualités qu'on ne veut pas montrer, quasiment dans tous les milieux. Par exemple, celle d'être une langue de vipère, de critiquer tout le monde, celle de mal travailler, ou celle de faire de grandes annonces inopinées au mauvais moment, ou montrer qu'on est simplement inopportun en toute situation. Ce que je veux que tu retiennes particulièrement, c'est que bien souvent, les choses à ne surtout pas faire sont liées aux grandes qualités que tu dois montrer dans ton métier. Si tu dois montrer une grande classe, le fait de faire des blagues de cul au bureau sera certainement très mal perçu. Et une fois que tu te seras posé toutes ces questions et que tu auras bien sûr trouvé des réponses, tu seras dans ce que j'appelle le mode caméléon. Là, tu connais les codes, tu sais quelles sont les couleurs qu'il faut adopter, et toutes les erreurs évidentes te seront évitées. Maintenant, ce que j'ai envie qu'on regarde ensemble, c'est quel est le bon état d'esprit pour te permettre de réellement progresser et pour te permettre de ne jamais être freiné et au contraire que les autres aient envie de te propulser. Le premier point, c'est de, par défaut, toujours être agréable et élégant conformément à ton milieu. Alors attends, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Donc être agréable, je pense que tu comprends très facilement, c'est pas bien compliqué. Et être élégant, ça peut l'être un petit peu plus. Souvent, quand je parle d'élégance, on me dit « Oui, non, mais moi, je ne suis pas superficiel. Oui, non, mais moi, je n'aime pas m'habiller en chemise, etc. » En fait, là n'est pas le propos. L'élégance, pour moi, c'est simplement le fait d'avoir de l'empathie pour l'autre, de se rendre compte de ce qu'il attend et des normes du milieu, ce qui rejoint exactement le point précédent, l'explication précédente que je t'ai donnée, et de ne pas les violer. Parce qu'évidemment, quand on est dans un certain cadre, on s'attend à certains comportements. Si tu vas chez ton banquier, tu aimes bien qu'il soit bien réveillé, frais, disponible et ne pas avoir l'impression qu'il a la gueule de bois. Si tu vas au cirque, tu aimerais bien que les clowns ne ressemblent pas à ton banquier. Parce que ça va être très très chiant sinon. Donc, par défaut, aie les codes, mais adopte-les avec élégance et avec volonté et avec entrain. Le pire du pire, c'est de se rendre compte que tu vas chez un professionnel qui est contraint, qui semble comme emprisonné dans son costume. Ça, c'est vraiment, ça rejoint la première question que je t'ai posée. Est-ce que tu es dans le bon milieu ? Est-ce que tu te poses les bonnes questions ? Est-ce que tu as les bons objectifs ? Si rien que les premiers codes, si rien que la politesse élémentaire de ton milieu te rebute, peut-être que tu devrais changer. Peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Je referme maintenant cette parenthèse et je pense que tu as compris, de par défaut, être agréable et élégant. Le conseil suivant que j'ai à te donner, c'est d'apprendre les règles avant de les briser. Si tu écoutes ce podcast, c'est certainement que tu es jeune parce qu'en fait, l'audience des podcasts est majoritairement entre 25 et 35 ans, je crois. Et moi, là, ce que je suis en train de faire, c'est un podcast qui va te permettre, toi, même si tu es jeune, même si tu n'as pas la tête d'un cinquantenaire avec une barbe un petit peu grisonnante qui te donne une énorme crédibilité, c'est quand même d'obtenir cette crédibilité malgré ton physique qui ne t'aide peut-être pas. La première chose que tu dois absolument éviter, que tu sois jeune ou moins jeune, mais en tout cas quand tu es débutant dans une industrie ou dans une entreprise, c'est de surtout ne pas être le débutant utopiste et insupportable. Le débutant utopiste et insupportable, c'est celui qui sait tout ce qu'il faudrait faire, qui n'a jamais rien fait en pratique, et qui casse les pieds de tout le monde avec ses théories débiles. Voilà, je pense que là t'as compris, je pense que t'as même une image en tête. En fait, il faut respecter les gens et il faut respecter leur intelligence. Si tu arrives, tu débarques et tu as l'impression de tout comprendre, c'est probablement que tu es bien bien plus loin du niveau de compréhension du milieu que tu ne le crois. Et je pense que c'est une règle à retenir et à graver dans ton esprit, c'est que rien n'est fait sans raison. Et ça, quand j'ai compris ça en tant que coach, ça m'a donné une immense empathie pour plein de gens qu'avant je n'arrivais juste pas à comprendre. Quand une personne a une mauvaise habitude, quand une personne a même une addiction, quand une entreprise fonctionne d'une manière complètement étrange, ça vient de quelque part. Quand tu rencontres une personne qui est toujours sur la défensive, ce n'est pas agréable. Objectivement, quand quelqu'un n'ose rien te dire, semble un petit peu fuyant, c'est déstabilisant et puis on n'a pas envie de rester avec cette personne. Ce que je te demande, ce n'est évidemment pas de te contraindre à rester avec elle, mais c'est simplement de te dire il y a quelque chose derrière. Cette chose, c'est peut-être que cette personne a été harcelée quand elle était plus jeune.
Si bien que toute personne, toute main tendue, n'était là que pour lui remettre une bonne claque une fois qu'elle l'avait saisie. Et donc fatalement, elle ne fait plus confiance à personne. Et c'est exactement pareil pour les organisations, et c'est pour ça qu'il faut apprendre les règles avant de les briser. Si quelque chose est fait d'une certaine manière et pas d'une autre, il y a forcément une raison derrière. Il y a forcément une forme d'intelligence derrière. Donc commencer à tout remettre en question alors que tu n'y connais rien, c'est la meilleure méthode pour 1. Être ridicule, et 2. Saouler tout le monde. Le conseil suivant que j'ai à te donner, c'est de ne jamais, mais au grand jamais, t'excuser. Alors ça, quand je l'ai entendu pour la première fois, je me suis dit, non mais là, ça va un petit peu trop loin. Non mais là, il faudrait quand même se retenir, baisser un peu la confiance, parce que faire des bonnes excuses, c'est quand même important. Je viens tout de suite à l'explication qui est, je trouve, belle et qui permet de rendre l'existence plus trépidante. Au lieu de t'excuser, remercie à chaque fois. Si tu arrives en retard, ne dis pas « excusez-moi d'être en retard ». Dis « merci de m'avoir attendu ». Quand tu t'excuses, tu te rabaisses, tu te victimises et finalement tu t'enlèves de la valeur. Quand tu remercies, à l'inverse, tu élèves la valeur des autres, ils se rendent compte qu'ils ont fait quelque chose de bon, qu'ils ont fait quelque chose qui t'a aidé, qu'ils ont fait quelque chose qui comptait pour toi. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est que dans les deux cas, tu places l'autre un petit peu en supériorité pour, entre guillemets, t'excuser, sauf que dans un cas, tu le fais en te rabaissant toi, et dans l'autre, tu le fais en le montant lui. Et c'est exactement pareil dans toutes les situations. Si, comme moi, ce n'est pas vraiment un réflexe que tu as déjà, le fait de remercier au lieu de t'excuser, prépare-toi en avance. Personnellement, quand je suis dans le métro, par exemple, et que le métro parisien peut avoir des pannes, peut être bloqué, puis je peux aussi partir en retard, même si c'est assez rare, eh bien, je prépare en avance le remerciement que je vais faire. Simplement parce que je sais que si j'arrive pas préparé devant la personne, je vais forcément m'excuser et être un petit peu, entre guillemets, comme une merde. Donc, dès que tu as quelque chose, dès que tu as une situation dans laquelle tu as envie de t'excuser, prépare-la en avance et cherche plutôt à remercier. Troisième point pour avoir le bon état d'esprit, quatrième, excuse-moi, c'est respecte tout le monde. Je vois des gens, je côtoie des gens qui sont dans des grandes écoles, dans des cursus qu'on pourrait qualifier d'élite de la nation, de crème de la crème, et parfois, certains perdent un petit peu de leur humilité. Ils perdent de leur humilité parce qu'ils ont l'impression d'être sur le toit du monde. Néanmoins, ce comportement ne pourra que leur jouer des tours et rendre le monde désagréable autour d'eux. Et je pense que pour ça, les Américains ont une citation que je trouve particulièrement intelligente, c'est « Those you meet on the way up, you meet on the way down ». Ceux que tu vas rencontrer pendant que tu vas monter, pendant que tu vas gagner en pouvoir, tu les rencontreras également au retour quand tu seras dans la panade, quand tu seras en train de perdre de ton statut. Ce que ça veut dire, c'est que toutes les personnes que tu rencontres autour de toi, toutes les personnes que tu croises dans ton quotidien, ont un potentiel que tu ne peux pas détecter. Et peut-être qu'en leur tendant la main aujourd'hui, elles t'en tendront une plus tard. Le but n'est pas, bien sûr, d'être calculateur et manipulateur, parce que de toute façon, ça coûterait bien trop cher d'être manipulateur à cette échelle-là. Mais c'est simplement de respecter tout le monde. Et je veux dire, c'est pas si compliqué. Tu appliques les conseils de ta maman, mais pour tout le monde, et ça va très bien se passer. Il y a notamment des gens qu'on peut considérer comme, qui sont considérés par la société comme des sous-métiers, on pourrait dire. Je pense aux personnes, aux femmes de ménage, je pense aux concierges, etc. Et pourtant, c'est des gens qui, en général, sont hyper ouverts, sont hyper heureux de discuter avec toi, et ont des informations que les autres n'ont pas. Par exemple, si tu t'entends mal avec ta concierge qui récupère tes colis pour toi en bas de ton immeuble, eh bien, tu vas avoir des soucis parce qu'elle va faire en sorte de jouer la montre, peut-être qu'elle va pas te le dire à chaque fois que tu as eu un colis, et peut-être qu'elle va faire en sorte que ton expérience soit désagréable. Si à l'inverse, tu la respectes, tu la traites bien, tu lui offres une petite bouteille de vin à Noël, ou tu as des petites attentions comme ça, eh bien forcément, ça va beaucoup mieux se passer et tes relations seront bien meilleures. Et à chaque fois que tu aides quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se faire aider dans sa situation, sache qu'il va ou elle va s'en rappeler. Et que le jour où toi tu auras besoin de quelque chose, ce sera beaucoup plus facile d'avoir de ses faveurs parce qu'elle se dit « Ouais, mais lui m'a respecté quand personne ne me respectait, alors à mon tour de rendre la pareille ».
Le dernier point d'état d'esprit que j'ai envie de te transmettre, c'est part du principe que tout le monde est intelligent, même tes ennemis. Alors je sais que parfois c'est difficile. Je sais que parfois on a l'impression que certains sont vraiment des cons finis, et on se dit mais comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Comment est-ce que je peux respecter ces gens-là ? Il est vraiment complètement débile. Alors, même si cette idée peut parfois être justifiée, il ne faut pas pour autant l'adopter. Pourquoi ? C'est une forme de pari pascalien. Le pari pascalien, c'est Pascal qui le formule, et qui dit en fait, on a tout intérêt à croire en Dieu. Parce que si je prie Dieu et qu'il existe, j'aurais tout gagné, j'irai au paradis. Mais si je prie Dieu et qu'il n'existe pas, j'aurais simplement perdu quelques minutes par jour à prier, et je serais mort comme tout le monde finalement. Et alors que si je ne prie pas, eh bien, dans le cas où Dieu n'existe pas, de toute façon, je serai comme tout le monde. Mais dans le cas où il existe, j'irai en enfer. Ce qui est complètement inadmissible, parce qu'en plus, ça dure une éternité, donc c'est vraiment un mauvais deal. Ce qu'il faut retenir du pari pascalien, c'est que il y a un comportement qui te permet de gagner quasiment à tous les coups, ou alors de perdre si peu dans le cas où tu ne gagnerais pas que ça ne compte pas, et il y a un autre comportement qui au contraire te fait courir des risques importants. C'est exactement la même chose avec le principe que tout le monde est intelligent, même tes ennemis. Regardons un instant avec un petit exemple qui va tout éclairer. Imagine que tu as un ennemi qui est vraiment très intelligent et extrêmement malin, si malin qu'il réussit à te faire croire qu'il est débile. Tu le prends pour un débile, et il va finir par te la mettre à l'envers parce que simplement tu n'auras pas du tout prévu qu'il était assez intelligent pour ça. L'autre point, c'est que quand tu penses avoir un ennemi stupide, tu fais moins d'efforts. C'est la même chose que le lièvre et la tortue. Tu te retrouves à traîner, à faire des choses inutiles, et à perdre contre quelqu'un d'inférieur. À l'inverse, si ton ennemi est réellement stupide, eh bien, le considérer comme intelligent, être stimulé par sa compétition, et te dire qu'il faut absolument que tu fasses de ton mieux pour réussir, ça ne fera que du positif pour toi. Et donc, dans tous les cas, tu gagnes à penser que les gens sont tous intelligents. Parce que, 1, ça te permettra de mieux les respecter, et 2, ce pari-là va te permettre de mieux progresser et d'être plus stimulé. En complément de ces 4-5 points d'état d'esprit, je t'invite à réécouter l'épisode de la semaine dernière, qui était l'épisode numéro 18, dans lequel je te parlais des 3 critères de la crédibilité. Donc je t'invite évidemment à aller l'écouter, c'est disponible sur iTunes, sur Google Podcast, un petit peu partout. Puis en passant, tu pourras même mettre une note 5 étoiles au podcast pour nous permettre de nous faire connaître finalement et d'augmenter notre pouvoir et notre influence. On arrive au bout de cette partie, et tu as de quoi ne jamais perdre de points. Tu as la méthode 4-4 pour ne pas te faire avoir, pour ne pas faire de gaffe et surtout maintenir le cap. Mais une fois qu'on a appris comment ne pas perdre de points, il serait peut-être temps d'apprendre à en gagner. Pour cela, il faut comprendre les gens qui t'entourent, et je te dis que cette qualité est vraiment très rare. En fait, la plupart des gens sont tellement préoccupés par eux-mêmes qu'ils en oublient les autres. J'en parle, j'ai l'impression de donner cet exemple à chaque fois, mais on connaît tous des gens qui, quand tu leur parles, ils ramènent tout à eux. Genre, tu leur racontes que t'es allé à la montagne cet été, et eux ils disent ah ouais moi aussi je suis allé à la montagne, j'ai fait du kart ou du quad, j'ai fait du VTT, c'était trop bien, etc. Et en fait t'as juste une seule envie, c'est de lui dire non mais ferme-la, c'est mon tour de raconter mon histoire. Et toi ça viendra après. Et en fait, même si tu n'es pas dans cet excès-là, même si tu écoutes tant bien que mal les autres et que tu ne leur coupes pas la parole, on se retrouve très vite dans un travers qui est totalement humain, c'est celui de juste penser à nous tout le temps. Donc même si tu ne l'exprimes pas, que tu repenses à ton voyage à la montagne, le mec il lance son sujet de oui j'étais parti en vacances à la montagne, et toi tu penses uniquement à tes dernières vacances sans même écouter l'autre, un petit peu comme dans les films où on voit que la seule chose que tu entends c'est bla bla bla. Donc tu l'as compris, cette partie va être vraiment axée sur comment se tourner vers l'autre, comment faire en sorte de pouvoir écouter et d'avoir de l'empathie pour les autres. Je l'ai écrit comme ça dans mes notes, l'empathie et l'écoute te rendront riche. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai écrit ça ? Pourquoi avoir écrit quelque chose d'aussi provoquant ? Eh bien j'ai 2 exemples à te donner pour ça. La première, ce sont les petites attentions en couple. À ton avis, si tu ne fais pas attention à l'autre, si tu es sans arrêt tellement concentré sur toi, est-ce que tu parviendras à savoir ce qui fait plaisir à ton ou à ta partenaire ? Il est très probable que non.
Et donc, tu ne pourras pas faire de petites attentions, tu ne pourras pas avoir ce côté romantique, charmant, qui qui du coup ne nourrira pas ta relation. Et d'autre part, cette compétence s'applique également en dehors du couple. Savoir demander les nouvelles qui vont bien à tes contacts, notamment business, ne sera que quelque chose d'extrêmement apprécié, parce que c'est très très rare. Si par exemple, tu vas chez ton notaire, que tu lui dis, forcément vous tapez un peu la discute, parce que c'est ça le but, en business on parle pas que de business, et que tu lui dis oui mon fils passe le bac, j'espère que ça va bien se passer, mais bon j'ai assez confiance, il a des bonnes notes, du coup c'est cool. Eh bien le bon professionnel, le professionnel qui va vraiment encore un cran plus loin que tous les autres, ce qu'il va faire c'est à la fin du rendez-vous prendre une petite note en disant Madame Michu, il y a son fils là qui passe le bac cet été. Du coup, le jour des résultats du bac, tu te mets un petit rappel dans ton calendrier, envoyer un SMS à Madame Michu pour lui demander comment s'est passé le bac de son fils. Et tu vois, ça c'est quelque chose qui est anodin. Je veux dire, c'est juste un rappel dans ton calendrier. Alors évidemment, tu peux pas forcément le faire pour chaque client, tu peux pas le faire pour tout le monde, certes, mais au moins pour les gens les plus importants pour toi et pour ton business, tu peux faire cet effort-là. Eh bien simplement en te rappelant ce truc-là, et entre nous t'as même pas besoin de t'en rappeler, t'as juste à le noter. Alors tu te le rappelles juste pendant le rendez-vous, puis tu te le notes. Et c'est tout, c'est quand même pas bien compliqué. Et tu peux comme ça créer quelque chose qui crée de la valeur, parce que Madame Michu, là, quand elle va recevoir ton message, elle va se dire, ouais mais ce notaire prend soin de moi, ce notaire se rappelle de certains détails, et franchement c'est cool. Et donc en fait ces petites actions, ces petites attentions sont très peu cher pour toi, et par contre vont te rapporter beaucoup. Alors, comme d'habitude, je fais un petit disclaimer sur la sincérité, parce que bon, évidemment, ça tiendra pas longtemps. Si t'es pas sincère, si tu fais vraiment ça uniquement par intérêt, tu risques de très vite te lasser et d'être assez inconstant ou inconsistant. Je crois que c'est inconstant, enfin tu vas pas être constant et ça va être un problème parce que les gens vont s'en rendre compte et comprendront que c'est du fake. Moi ce que je veux c'est que tu t'intéresses réellement aux gens et tu verras que ça t'apportera beaucoup de choses. En fait simplement une petite dose de curiosité peut vraiment t'aider, peut te faire des belles rencontres. Là par exemple tout à l'heure j'étais en train de marcher au jardin des Tuileries et je voyais un jardinier des Tuileries, donc avec sa tenue du Louvre et tout ça, qui arrosait des petits arbres qui sont à l'entrée du jardin. Et puis j'ai remarqué que le contenu de son arrosoir était rouge, c'est-à-dire que quand il versait sur les plantes, ce qui sortait de l'arrosoir était un liquide rouge. Du coup j'étais hyper intrigué, je me suis dit mais c'est pas possible, enfin qu'est-ce qu'ils mettent aux arbres, ils leur mettent des boissons énergisantes, je comprends pas. Et puis du coup je suis allé voir le gars et je lui ai dit non mais vous donnez du vin à boire aux arbres. Et puis finalement du coup on a un peu rigolé et puis il m'a dit non en fait on donne du fer aux arbres parce que du coup là ils sont un peu en carence en fer et tout. Il m'a montré comment on savait qu'un arbre était en carence en fer. Bon bref, tu vois, c'est pas un truc qui est extrêmement intéressant pour moi, mais néanmoins aujourd'hui je le sais. Et cette petite marque de curiosité tout à fait sincère et pas du tout calculée, quand tu la fais tout le temps dans ta vie, quand c'est un vrai mode de vie pour toi, tu vas pouvoir aussi la mettre en place quand ce sera un moment, entre guillemets, stratégique. Sauf qu'en fait, ce sera pas stratégique, ce sera juste ta personnalité. Et en plus de cet intérêt sincère, je t'invite à développer une compétence. Cette compétence, c'est celle de devenir un excellent décrypteur, de réussir à décrypter les autres, de savoir exactement ce qui en retourne. En général, les réputations ont raison. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une bonne réputation est généralement un bon professionnel, et quelqu'un qui a une mauvaise réputation est généralement un mauvais professionnel. Sauf que parfois, cette vérité ne se vérifie pas. À ton avis, comment les escrocs font-ils pour perdurer pendant des années à l'heure où tout se sait ? Tout se sait en permanence et en un seul clic, tu peux détruire la réputation de quelqu'un sur Internet. La raison de tout ça, c'est une raison purement psychologique et en fait ça se comprend extrêmement bien. Parce que pour que on dévoile un escroc, il y a besoin d'une personne qui dise « oui, je me suis fait arnaquer ». Et en l'occurrence, dire « je me suis fait arnaquer », c'est pas très agréable. Parce qu'en gros, on dit à tout le monde « je suis une personne crédule qui s'est fait arnaquer ». Et donc, tu comprends bien que pour détruire la réputation de quelqu'un, d'un escroc, il faut qu'une de ses victimes ait la qualité suffisante pour lâcher sur son ego,
pour réussir à avouer aux autres, bah oui, je me suis fait avoir, quoi. Vraiment, je me suis fait avoir comme un bleu. Et j'ai voulu gagner trop vite. J'ai accepté cet escroc qui m'a dit plus 20% par an sur ton investissement. Et bah voilà, je me suis fait avoir, quoi. Même si ça paraît évident maintenant que je le dis, bah voilà, à cette époque je me suis fait avoir. Donc ça déjà très très dur à avouer parce que les gens tiennent à leur réputation. Et du coup, ils préfèrent finalement garder ça pour eux plutôt que le dire à tout le monde. On a eu le cas il y a pas longtemps sur une personne un coach de mon réseau, qui s'était fait arnaquer parce qu'en fait, il avait acheté des sortes de contacts qualifiés de clients qui en fait ne sont jamais arrivés. Donc, il avait passé quasiment 10 000 euros dans du pseudo-marketing ou dans des pseudo-clients qu'il était censé obtenir. Et en fait, au départ, il a voulu le dire à personne parce qu'il s'est dit, mais vraiment, je suis trop con d'y avoir cru. Et ça, le problème, c'est que justement, ça fait perdurer les escrocs. Et donc pour ça, méfie-toi des réputations, parce que parfois, je dis bien parfois, c'est pas tout le temps le cas, mais les escrocs ont une excellente réputation parce que simplement, personne n'ose un petit peu écorner son ego en disant, bah voilà, je me suis fait avoir, ne vous faites pas avoir. La deuxième chose qui est nécessaire pour qu'un escroc soit démasqué, c'est que la personne prenne du temps, parce qu'en fait, poster sur les réseaux sociaux ou porter plainte pour escroquerie en bande organisée, eh bien, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, faut un avocat, etc. Donc, tu as deux barrières immenses à la destruction de réputation des escrocs. C'est l'ego des gens qui se font arnaquer, et deux, le temps que ça prend et l'argent que ça coûte. Donc là, je pense que maintenant tu as bien compris que les réputations parfois peuvent mentir, et donc il est important que toi-même, tu réussisses à te faire ton propre avis et à décrypter ce que veulent dire ces réputations et si les personnes sont réellement fiables. Et pour ça, je t'invite à faire attention à une chose en particulier, c'est de baser tes avis personnels sur des faits. N'attribue pas des qualités, des compétences sur la base de rien. Et ça, en fait, si je te dis ça, tu vas me dire, ouais, mais non, mais moi je fais pas ça. Mais en fait, si, on le fait tous. Et la raison pour laquelle on le fait tous, c'est à cause de l'effet de halo. C'est un biais psychologique très très bien connu, qui fait qu'une personne que tu trouves belle, par exemple une belle femme, on lui attribue tout de suite beaucoup de qualités. On se dit qu'elle doit être certainement intelligente, charitable, alors que quelqu'un qui est plutôt moche ou qui sent mauvais, on va penser qu'il est débile, que en plus il est pauvre, et puis que chez lui il n'arrive pas à trouver une femme, et puis qu'il doit être un peu tout seul, c'est un peu un vieux garçon, etc. Donc tu vois que rien que sur une information, tu te fais une image mentale des gens que je te décris, alors que moi-même, je ne sais même pas en fait qui je te décris. J'ai juste pris un caractère comme ça qui m'est venu à l'esprit en un instant. Donc la première chose à bien retenir, c'est qu'on a tous des biais psychologiques, et que ces biais psychologiques font qu'on se fait un avis basé sur toute autre chose que des faits. Et donc si tu veux réellement te faire un avis et te dire, tiens, mais j'ai des suspicions, comment faire pour les vérifier ou pas, il faut que tu te bases vraiment sur des faits et que tu dépasses tes biais psychologiques. Alors les dépasser, c'est extrêmement compliqué, mais si tu veux vraiment faire un bond de géant là-dedans, tu lis le livre Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman, et là franchement tu trouveras ton bonheur. Ce livre est simplement excellent. Et la dernière chose que je veux que tu retiennes, c'est une citation dont je ne me rappelle plus la source, c'est « Il y a ce que les gens pensent, il y a ce que les gens disent, et il y a ce qu'ils font, et c'est rarement la même chose. » Ça, je trouve que c'est très fort, parce que c'est très vrai, on le sait tous. Tout le monde dit « Ouais, moi, je veux devenir sportif », et puis tu reviens 3 mois plus tard, le mec a même pas fait une pompe entre le moment où il te l'a dit, et le moment où il est 3 mois plus tard. Donc, on sait que les gens ne sont pas vraiment ce qu'ils disent, et c'est important de le garder à l'esprit, en particulier quand on veut juger quelqu'un, parce que justement, si ces mots ne concordent pas avec ses actions, ça te donne une information qui est très différente de celle qui t'a donnée à l'oral. Maintenant, je vais te donner 5 types de personnes à éviter. C'est les types de personnes dont Robert Greene parle dans Les 48 lois du pouvoir, et j'ai trouvé ça pertinent de t'en parler ici, parce que ça te montre un petit peu avec qui tu dois vraiment faire attention, avec qui tu dois éviter de traiter au maximum, parce que simplement ils vont avoir des réactions irrationnelles et pourront t'en vouloir pour rien du tout en fait, pour des trucs qui seraient complètement banals avec tout le monde, sauf avec eux. Le premier type de personne que tu dois éviter, c'est l'homme fier et arrogant. Le problème de ce type de personne-là, c'est que tu sais pas vraiment comment, mais si tu fais un faux pas qui écorne son ego, le moindre affront tu vas te retrouver dans la case liste noire, et le mec va devoir se venger
avec violence. Il va se venger sans aucune proportion ni rationalité. Donc ça, c'est typiquement, on voit ça un peu dans les films, tu vois, des gens qui sont puissants, on leur dit un truc de travers, ils te font flinguer la semaine suivante. Ça, c'est un peu on a le même genre, bon, bien sûr, c'est métaphorique, mais dans le milieu des entreprises et même dans la vie courante, hein, quelqu'un qui a un ego qui est un petit peu surdimensionné et qui ne se contrôle pas, voudra se venger de tout et n'importe quoi, simplement parce que ta tête ne lui revient pas. Ensuite, le deuxième type que tu dois éviter, c'est le joueur insécure. C'est la personne qui ne se sent jamais assez, qui a une estime d'elle-même hyper fragile, qui finalement ne se sent même pas digne de faire ce qu'elle fait. Elle a un syndrome de l'imposteur immense. Alors ça, il y en a beaucoup. Et en fait, il ne faut absolument jamais, mais jamais bosser avec ces gens-là. Pourquoi ? Simplement parce que c'est des gens qui sont pervers et qui ruminent les choses pendant très longtemps. Donc c'est-à-dire que si tu lui dis un truc de travers, on va l'appeler Steve. Et Steve est une personne justement insécure, qui ne se sent pas assez, un petit peu fragile, etc. Je pense que tu as une image en tête du type de personne que ça pourrait être. Et en fait, c'est le genre de personne, si tu lui fais une remarque ou juste un truc, une blague ou un truc comme ça qui ne passe pas pour lui, il va ruminer cette blague pendant des mois. Et ces remarques qui paraissaient anodines à la base ne le seront plus du tout dans son esprit. Il va se dire, mais il me dévalorise, il m'en veut, etc. Et c'est le genre de personne qui ne te nuira jamais frontalement, parce que bon, évidemment, n'ayant pas de force physique, n'ayant aucune confiance en lui, il ne va jamais t'attaquer frontalement ni te confronter, parce que ça c'est la hantise de la personne un peu timide et insécure, c'est la confrontation. Mais il te nuira de manière détournée et lâche. Donc ça veut dire que, je sais pas, dès qu'il pourra te mettre un bâton dans les roues sans que tu le vois, il le fera. Et je te dis que tu n'as pas envie d'avoir ce type de personne avec toi, parce que simplement, si au bout d'un moment ça tourne mal, tu vas pas t'en rendre compte et tous tes projets seront sabordés par les membres de ton équipe. Ensuite, troisième type, c'est Monsieur Suspicion. C'est la personne qui a l'impression que tout le monde lui en veut. Donc ça va tant que t'es pas suspect, mais dès que tu le deviens, attention. On voit souvent ça dans des films avec des empereurs ou des monarques qui sont complètement parano, qui ont l'impression que tout le monde veut les assassiner. Il paraît que Staline était comme ça. Bon, j'ai pas creusé la question, mais je pense que tu vois un peu le genre de personne que ça peut être. Avant-dernier type, c'est le serpent à mémoire d'éléphant. C'est la personne qui ne pardonne rien et qui se vengera tôt ou tard. Donc voilà, ça c'est pareil. Les gens qui vont se venger, notamment pour des raisons qui sont pas forcément les bonnes, on évite absolument d'être avec eux, parce qu'au bout d'un moment, ça risque de nous tomber dessus pour aucune raison, et surtout pour aucune raison dont on se rappelle. Et le dernier type, j'ai beaucoup aimé cette touche presque humoristique, mais qui n'en reste pas moins un bon conseil, c'est évite les cons. En fait, les cons sont tellement imprévisibles que parce qu'ils n'ont pas de, en fait, ils n'ont tellement pas de finesse que ils foncent tout droit à chaque fois, et que même si tu veux les piéger pour les éviter, ils ne tomberont même pas dans le piège parce qu'ils n'ont même pas la finesse de tomber dans le panneau. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez rigolo, mais c'est vrai que je sais plus est-ce que j'avais vu ça ni dans quel contexte exactement, mais si tu mets Federer contre un débutant au tennis, mais quelqu'un ça fait genre 2-3 ans qu'il y joue et puis il fait un peu de compétition et tout ça, il va le défoncer. Par contre, contre un mec qui sait même pas tenir une raquette, c'est pas dit en fait qu'il s'en sorte si bien que ça. Alors il va certainement gagner quand même avec son habitude, mais la personne va faire des mouvements tellement bizarres, il va tellement faire des trucs inattendus qu'il va en être déstabilisé. Et le con, c'est exactement la même chose. C'est la personne qui n'a tellement pas de finesse et qui n'a tellement pas le sens commun que c'est impossible de prédire ce qu'elle va te faire. Donc on évite également. Donc maintenant, tu vas me dire, c'est sympa, tu m'as donné 5 archétypes, génial, mais qu'est-ce que j'en fais ? Comment est-ce que je fais pour savoir si les personnes que j'ai en face de moi font partie de ces 5 catégories maudites ? Et là, j'ai appelé du coup cette partie détecteur, cette partie investigation, identifie les buissons d'orties. Tu sais, les orties sont des plantes qui paraissent tout à fait inoffensives, hein, je veux dire, quand t'es enfant, tu te dis, waouh, super, ça a l'air doux, ça a l'air sympa, puis en fait, si tu sautes dedans, tu vas te retrouver très très vite avec des cloques rouges partout, et ça pique fortement. Et donc pour ça, il faut tâter le terrain pas à pas, on ne saute pas directement dans le buisson d'ortie. Comment on fait pour tâter le terrain ? C'est par exemple commencer par une blague. Les blagues, l'humour, c'est extrêmement utile. Ça permet déjà de justifier que tu n'as pas fait d'affront à la personne, et ça permet un petit peu de se faire un avis. Est-ce que la personne prend tout personnellement ? Est-ce qu'il est 100% premier degré ? Voilà, ça donnera déjà pas mal d'informations, et les gens qui ne savent pas rire d'eux-mêmes sont généralement un petit peu déjà chiants, et puis en plus risquent de t'interpréter des trucs complètement à l'ouest, alors que tu ne leur voulais pas de mal.
Ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est également de savoir interpréter les détails. Alors pour ça, il faut passer par une case qui est parfois un petit peu compliquée pour les gens, mais c'est qu'il faut arrêter de se regarder le nombril. Quand tu regardes ton nombril, tu ne peux pas savoir ce que font les autres, tu ne peux pas voir les détails. Et le problème, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on est le centre du monde, et c'est normal, on est le centre de notre monde, on est la seule personne avec qui on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute notre vie. Et le problème, c'est que souvent, on est un peu trop conscient de ce qu'on fait, et en particulier quand on manque d'estime de nous. C'est-à-dire qu'on se dit tout le temps, est-ce que je fais bien le truc, est-ce que je suis pas inapproprié, est-ce que j'ai pas la mèche de travers, est-ce que je suis bien, est-ce que mes vêtements sont bien ajustés, etc. Ce qui fait que on est tellement concentré sur nous qu'on n'arrive pas à porter attention aux autres. On n'arrive pas à les observer et à capter les petits détails qui pourraient nous donner des informations précieuses sur qui ils sont vraiment et est-ce qu'ils pourraient être utiles pour nous, ou est-ce que au contraire c'est des gens qu'on veut éviter à tout prix parce qu'ils ne travaillent pas bien et tous les projets auxquels ils participent foirent. Donc là, il n'y a pas de secret, je t'invite à travailler ton estime de toi. Quand tu arriveras à beaucoup moins te préoccuper de toi et à beaucoup mieux du coup regarder les autres et à beaucoup mieux ouvrir tes oreilles en posant des questions, eh bien ça va tout de suite beaucoup mieux aller pour toi. Et le petit indice que je peux te donner sur comment interpréter les détails de la vie des gens, c'est encore une fois une citation qui est la manière dont tu fais une chose et la manière dont tu fais toutes les autres. Je vais la répéter parce qu'elle n'est pas forcément évidente, c'est une traduction de l'anglais qui sonne beaucoup mieux en anglais. La citation, c'est « La manière dont tu fais une chose est la manière dont tu fais toutes les autres ». Ce que ça veut dire, c'est que tu peux très facilement repérer certains traits de caractère des gens à travers des comportements qu'ils ont. Par exemple, si tu arrives dans le bureau de ton collègue ou chez lui et que c'est un bordel sans nom, c'est certainement une personne qui n'est pas très organisée ni dans sa tête, ni dans sa maison, ni dans quoi que ce soit, ni dans ses papiers, ni ailleurs. Donc si tu as besoin d'un comptable, et ben juste tu ne l'embauches pas lui. De la même manière, attends, je vais essayer de te trouver un autre exemple. Si par exemple tu prends tout par-dessus la jambe, donc je sais pas, les livres que tu lis, t'en lis 3 pages et puis t'arrêtes, les formations que tu suis le départ et puis après t'arrêtes, les diplômes que tu suis t'abandonnes avant la fin, eh bien moi je te donnerai aucun projet à faire avec moi, simplement parce que en anglais c'est the way you do one thing is the way you do everything. Et donc ce que ça veut dire, c'est que si jamais moi je te donne quelque chose à faire, moi je te donne un projet, je te donne un truc pour m'aider sur une de mes entreprises, eh bien ça ne va pas fonctionner parce que tu vas encore une fois faire tout par-dessus la jambe. Donc ça, tout simplement des petits indices que tu peux observer dans ton quotidien et dans le quotidien, dans les actions quotidiennes des autres. Ensuite, ce que je t'invite à comprendre également, c'est les dynamiques d'intérêt. Alors ça, je crois que c'est l'épisode 13 du podcast qui s'appelle « Aligne les intérêts comme les étoiles ». Je t'invite vraiment à écouter cet épisode parce que c'est la compréhension fondamentale des relations humaines repose sur ce qui est dit dans cet épisode. Tout est dynamique d'intérêt, toute personne agit dans son intérêt propre à tout instant. Et si on ne comprend pas ça, on est grandement handicapé pour comprendre les motivations des autres et savoir vraiment juger le caractère des gens et collaborer avec les bonnes personnes. Ensuite, pour mieux identifier, catégoriser, classer les gens, il existe pas mal d'outils différents, des outils de communication notamment. Je vais pas te détailler tout ça ici parce que c'est pas le but et puis même je suis pas non plus un expert de tout ça, mais je vais te donner quelques pistes que tu peux explorer si tu veux mieux comprendre les choses, si tu veux augmenter la compréhension des gens. Et notamment, je connais quelques chefs d'entreprise qui utilisent ça au sein de leurs équipes pour permettre eux-mêmes de comprendre leurs collaborateurs et pour permettre à leurs collaborateurs de les comprendre également. C'est quelque chose qui va dans les deux sens, alors il faut que tout le monde se forme, mais à la fin, dans les retours que j'ai eu, c'est extrêmement rentable parce que ça accélère la communication d'une manière assez folle. Donc premier outil que je peux te recommander, c'est l'énéagramme. L'énéagramme, tu trouveras notamment la chaîne YouTube de Nico Pen. Nico Pen, ça s'écrit P-E-N-E. Et donc lui, il est expert de l'énéagramme. C'est vraiment hyper intéressant. Il a écrit un petit bouquin là-dessus que je t'invite vraiment à lire. Moi, ça m'a beaucoup aidé, plus sur mon introspection personnelle que sur la compréhension des autres, mais c'est aussi un outil qui est très utilisé dans le marketing pour vraiment comprendre les personnes que tu as en face de toi, et ça marche également très très bien pour tes proches et pour les gens qui sont dans ton équipe, les collaborateurs, les associés, etc. Ensuite, il y a un autre outil qui existe, c'est la process communication. Donc là, je crois que ça a été créé par des Américains, et donc le but est de pouvoir un peu
classer les gens pour savoir comment ils vont réagir, ce qu'ils disent et comment avoir une communication adaptée à leur personnalité. Tu imagines bien qu'on ne traite pas quelqu'un qui est sans arrêt dans le challenge et qui a envie toujours d'avancer de la même manière qu'une personne plus cool, plus posée, qui prend plus de recul. Et en dernier outil que je peux te recommander, dont j'ai entendu parler, dont j'ai entendu du bien, c'est l'analyse transactionnelle. Donc voilà, 3 outils, Enneagram, Process Communication et analyse transactionnelle que tu peux creuser de ton côté si tu veux mieux identifier les buissons d'ortie. Maintenant, si tu devais retenir une seule chose de cet épisode, si tu devais avoir un conseil pour changer ta vie, tu vois, c'est peut-être un peu... c'est peut-être un peu trop, c'est peut-être un peu exagéré de dire ça, mais moi en tout cas ça a été mon cas. C'est apprends à écouter et à faire parler. Apprendre à écouter et à faire parler, c'est vraiment la qualité qui te permettra de mieux avancer dans ta vie et de ne pas faire de gaffes. Parce que si tu écoutes les autres avant de parler, tu ne feras pas de gaffes. C'est mathématique en fait. Les gaffes, tu peux les faire que si tu parles avant d'écouter. Et pour ça, souvent, je vois les gens qui disent ouais, mais moi je sais pas comment on fait pour avoir une conversation, comment on fait pour ne pas avoir de blanc, parce que ça c'est la hantise des gens, la peur des blancs. Eh bien, simplement, tu utilises un tabouret à 3 pieds, c'est présent, passé, futur. Vraiment, il n'y a rien de plus simple. Mais dès que je parle à quelqu'un, j'y pense, et dès qu'il y a un trou, dès que je me dis mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se dire, je me repense à passé, présent, présent, passé, futur, et je me dis ça. En fait, tu peux parler de tout au présent, au passé ou au futur. Par exemple, tu rencontres quelqu'un, là, je vais reprendre l'exemple du jardinier du Louvre avec qui j'ai discuté tout à l'heure. J'aurais pu lui demander tiens, mais c'est marrant, enfin qu'est-ce qui vous a poussé à devenir jardinier? Ah blablabla, je sais pas, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah oui, et avant, enfin vous avez été jardinier toute votre vie? Et là blablabla, on peut continuer à discuter. Et puis après, si toujours j'arrive pas à trouver une autre conversation, je dis ah ouais, et puis après, vous envisagez quoi? Est-ce que vous voulez continuer à être jardinier, ou est-ce qu'il y a un autre truc qui vous plaît, ou est-ce que vous voulez aller ailleurs que dans le jardin des Tuileries? Et ça me permettra d'avoir une discussion hyper longue en fait, et d'apprendre plein de choses sur les gens, et d'avoir un vrai intérêt, et de découvrir des trucs hyper intéressants. Et donc, aie cette curiosité, aie cette manière d'écouter et de faire parler les autres. Et pour ça, une autre astuce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin de préparer ce que tu vas dire. Beaucoup de gens, dans une conversation, et c'est parfois mon cas aussi, au lieu d'écouter l'autre, préparent dans leur tête la phrase qu'ils vont dire pour rétorquer. Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu ne peux pas écouter l'autre. Alors tu peux sortir des punchlines de l'enfer et rendre les autres un petit peu gênés, mais toi, personnellement, ça ne te fera jamais progresser, parce que tu n'auras pas écouté l'autre. Le problème des gens qui préparent ce qu'ils ont à dire, c'est que 1, ils ont peur de ne pas être écoutés, et 2, ils parlent trop vite. En fait, pour réussir à parler d'un trait, tu vois, ce podcast-là, j'aurais fait des coupures, évidemment, parce que je me suis trompé à certains moments, mais globalement, je le fais quasiment d'un trait. Enfin, je le fais peut-être en 5 ou 6 traits, mais ça veut dire que je parle par segment de 10 minutes ou plus. Et en fait, comment réussir à parler sans discontinuer et sans avoir besoin, sans arrêt de se reprendre ou de préparer les punchlines dans sa tête? C'est simplement de parler un petit peu plus doucement. Si tu parles à une vitesse hyper élevée, forcément, tes paroles rattrapent ta pensée bien plus vite. Alors que si tu prends le temps de te poser, de laisser des silences, de mettre un petit peu d'espace entre les mots, eh bien tu auras du temps. Ton cerveau aura le temps de penser la prochaine phrase, ton cerveau aura le temps de concevoir dans ton esprit toute l'argumentation que tu voudras développer. Donc là, ces derniers conseils, franchement, c'est de l'or, ça m'a tellement aidé que je suis ravi de te les donner et j'espère bien sûr que tu vas les appliquer. En conclusion de cet épisode, parce qu'on a quand même duré un peu longtemps, adopte un comportement de 4-4 pour ne jamais être pris au dépourvu et apprends surtout à t'intéresser à l'autre pour voir les signes qui dévoilent sa vraie personnalité. Je te fais les petits appels à l'action habituels. J'ai envie que ce podcast soit un podcast de bouche à oreille. J'ai envie que les gens qui l'écoutent parce que un pote leur a dit de l'écouter. Parce que en fait, c'est ça le pouvoir et l'influence, c'est de réussir à faire changer le comportement des autres grâce à nos actions. Et donc, parle-en à un ami, parle-en autour d'un verre, et puis évidemment, si tu es sur Apple, si tu as un iPhone ou si tu m'écoutes sur Apple Podcast, eh bien, mets-moi une note 5 étoiles et dis-moi ce qui t'a plu dans cet épisode et dans les autres. Et moi, je te retrouve, je l'espère, dimanche prochain à 10h30. Bye.